Bonsoir. Voilà, donc je suis Olivier Bergeret. euh, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui m'est très cher, c'est les Small Language Models. En termes de background, j'ai travaillé ces 10 dernières années chez Amazon Web Services. Donc, je suis intervenu sur beaucoup d'événements, beaucoup de sujets dans le domaine de la data, dans le domaine de l'AI. J'ai participé au lancement de Amazon SageMaker à une époque lointaine où, vous vous rappelez peut-être, où c'était juste un outil proposant des Jupyter Notebook et un outil d'orchestration de MLOps. Voilà, donc c'était un beau lancement, néanmoins, mais bon, un petit peu déceptif, mais très, très sympa parce qu'il manquait plein de features. Ensuite, on s'est bien amusé, n'est-ce pas, dans les équipes, les services team. On a lancé Deep Racer, c'était une petite voiture autonome qui faisait des tours de piste. Donc c'était voilà, ouais, c'était quelque chose d'assez iconique, de vivre ce lancement. Juste pour votre information, elle a fait ses derniers tours de piste. Voilà, cette année, la Ligue Deep Racer s'arrête. Donc, pour ceux qui avaient pratiqué, voilà, c'est une aventure qui se termine. Ensuite, vous le voyez peut-être pas, c'est peut-être pas très clair ici. Effectivement, il y a 1 an, on a travaillé à mettre en production, c'était l'aboutissement de longues années de travail sur un univers unifié pour les data scientists et les MLOps et aussi les Ops d'un outil qui s'appelle SageMaker Unify Studio, donc qui est sorti l'année dernière durant reInvent, qui continue d'évoluer pour le coup, mais voilà, c'est un très très gros travail avec vraiment une refonte complète au sein de la console AWS. Et vu que je m'ennuyais, n'est-ce pas, j'ai publié avec 2 autres co-auteurs, donc début de cette année, donc le livre Generate on AWS, donc paru en avril dernier. Voilà, mais bon, je suis là aussi parce que voilà, je rejoins TIGA, donc je suis ravi de rejoindre TIGA. Je rejoins des forces vives qui travaillent sur la data, sur les AI, et je viens aussi avec la mission de lancer les équipes tech pour justement épauler sur la mise en production, pour épauler sur l'industrialisation, notamment de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, revenons au sujet de ce soir. Donc, c'est les Small Language Models. Qui est familier aujourd'hui avec les Small Language Models? Ouais, un petit peu, pas mal. Donc, ça progresse, on va dire, talk après talk. C'est vrai que c'est de plus en plus évident d'utiliser les Small Language Models. Alors, moi, j'aime bien repositionner un petit peu le sujet dans la perspective. Bon, j'aime bien aussi redonner un petit peu mon rapport d'étonnement vis-à-vis de ces dernières années. Et je pense que nous vivons une époque assez formidable, assez fabuleuse, avec beaucoup de choses qui se passent très vite. Voilà. Vous vous rappelez, ChatGPT, c'était en 2022, 30 novembre 2022. Donc, on a fêté le 3e anniversaire déjà. Donc, ça passe vite, hein. Et intéressant, je trouve aussi, je crois que ça a été mentionné tout à l'heure, on a posé aussi à cette époque-là, enfin c'est Google qui a posé à cette époque-là les principes de l'approche agentique avec la définition par un papier de React Group à ce moment-là. Donc voilà, on va dire qu'on est sur un trend qui a commencé d'ores et déjà à cette époque-là. De ce point de vue, moi, en 2023, j'étais au niveau européen, j'accompagnais des clients un petit peu partout en Europe avec mes équipes, j'étais pas tout seul. J'ai vu énormément de use cases à base de RAG, donc chatbot essentiellement, RAG, parce qu'évidemment, on avait des hallucinations à contourner, à gérer. Donc, c'était quoi? Beaucoup d'open search en vector store chez AWS, un petit peu de Ptvector. Voilà. Ensuite, l'année suivante, on est passé sur on va dire un peu plus d'industrialisation, avec un peu plus de context engineering. On a vu apparaître la GraphRag. Je pense que si vous suivez un petit peu la thématique, il y a beaucoup de choses intéressantes qui paraissent dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'agents autonomes. Vous avez vu certainement tous les lancements de cette année, quelles que soient les plateformes, quels que soient les cloud service providers ou les éditeurs, c'est le sujet du moment, avec notamment des capacités de raisonnement avancées, des capacités de planification des tâches, etc., qui rend
le service rendu par les larges langages modèles est extrêmement pertinent. Donc, on en est là, de ce point de vue. Il y a eu quand même aussi une petite étoile, là. C'est effectivement avec nos amis d'Anthropic qui ont lancé cette approche de tools avec MCP notamment. Ça a complètement aussi révolutionné, on va dire, la manière d'anticiper, d'envisager, on va dire, le développement d'agents, l'utilisation des larges langages modèles. Donc, de ce point de vue, c'est vrai que dans des contextes d'entreprise, lorsque vous le savez très bien, parce que vous êtes certainement à utiliser l'AI sur des applications d'entreprise, il y a différentes approches pour vraiment personnaliser, customiser. Je vais faire attention de ne pas employer le mot adapté, parce qu'il y a une connotation très forte dans ce contexte-là. Le modèle à votre use case. Donc, évidemment, vous allez faire du prompt engineering, ça c'est assez facile, c'est assez simple, et puis il n'y a pas d'impact. Bon, vous allez potentiellement vous lancer dans du RAG. Alors, je pense que vous êtes assez familier. Ça amène quand même des contraintes. Il va falloir générer les embeddings, il va falloir les stocker, etc. Bon, quand on a une petite application, c'est facile. Quand on commence à grandir, à avoir des grosses applications et beaucoup de données à vectoriser, ça commence à être un vrai problème, non seulement en termes de création des embeddings, mais ensuite, après, en termes de stockage. Ensuite, on a aussi cette approche d'adaptation, donc là, le fine-tuning. Donc là, on va effectivement vraiment adapter le modèle, changer les poids dans le modèle, potentiellement lui passer du vocabulaire qu'il ne connaissait pas, etc. Donc, de facto, c'est bien, et ça, vous l'avez, comme je l'ai expliqué dans le livre, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte vraiment très, très cher de fine-tuner un modèle. Je parle d'un large langage modèle. Et donc, de facto, c'est aussi proposé sur certains larges langages modèles proposés par des éditeurs, mais bon, ce n'est pas forcément toujours disponible et pas toujours très simple. Et enfin, l'approche de retraining, alors là, on va rebuild from scratch notre modèle. Donc voilà, plusieurs solutions pour adapter, pour vraiment customiser le modèle, mais tout avec chacune leurs contraintes. Heureusement, on a des solutions, et des solutions qui vont nous être utiles après sur la thématique des small language models. Déjà, premièrement, on va avoir une approche de quantisation. Cette approche de quantisation, elle est clé dans le sens où voilà, on va transformer les poids de notre modèle, qui sont usuellement définis avec des floating points en entier 4 bits par exemple, et donc de facto, on va passer d'un FP16 à un int4 qui va drastiquement réduire la place prise en mémoire. Alors, effectivement, ça se fait à un coût. Il y a un coût dans le sens qu'on va perdre vraiment en précision. C'est quelque chose qu'on mesure à la perplexité. Mais bon, in fine, voilà, c'est quand même une approche qui est de plus en plus utilisée. À côté de cela, on a aussi une approche de pruning. Donc, vous avez peut-être vu le dernier modèle Mistral qui a été lancé très récemment, donc qui porte bien son nom. Il est beaucoup plus réduit par rapport au modèle Mistral. Voilà, typiquement, c'est la parfaite application d'une approche de pruning. On va dégager nombre de paramètres qui ne sont pas forcément essentiels dans le bon comportement du large langage modèle. Et puis après, on a une approche de distillation, je crois que ça a été un petit peu mentionné tout à l'heure. Là, on va utiliser résolument des datasets synthétiques afin d'entraîner un modèle, et donc potentiellement, ça peut amener, on va dire, de l'efficacité dans un entraînement avec beaucoup moins de données. Voilà, mais en tout état de cause, ça reste quand même beaucoup de quincaillerie, beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent à investir pour personnaliser, pour adapter votre modèle à votre use case. Alors, de facto, c'est vrai que les larges langages modèles, c'est bien, mais ça grandit. Enfin, tous les nouveaux modèles sont toujours plus gros. Là, on parle de 1000 milliards de paramètres. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier modèle DeepSeek. Là, je regardais si à un moment donné, je pouvais le faire tourner quelque part. Là, il faut s'accrocher. Et ça prend beaucoup de mémoire. C'est assez exponentiel, ça va très vite. Et ça crée un problème de taille, un problème de prix de ce point de vue, en termes d'hébergement, d'efficacité énergétique, tout en n'apportant pas forcément une réponse en termes d'hallucination.
Donc, quelque part, voilà, on manque quelque part un petit peu la cible dans le sens où, voilà, on a un modèle qui a toute la connaissance du monde, qui est censé résoudre la plupart des use cases, mais bon, quelque part qui ne répond pas entièrement à notre use case. Donc, de facto, moi, j'ai une approche souvent, et comme vous d'ailleurs, je pense, je suppose, c'est de réduire le problème, de se dire, voilà, j'ai peut-être un bon toolkit de ce point de vue, mais ce bon toolkit, je peux l'utiliser dans un contexte peut-être un petit peu différemment, par exemple avec un corpus de données beaucoup moins important, avec moins de données d'entraînement et moins de paramètres à l'arrivée. Donc, je pense que vous l'avez d'ores et déjà vu, ces petits modèles. Hein. Donc, c'est vrai que Meta a eu beaucoup de présence à un moment donné sur la thématique, avec les petits modèles, 8 milliards de paramètres. Voilà, Falcon aussi fait parler de lui. Mais bon, aujourd'hui, en small langage model, on parle beaucoup de Phi4, de GenMa, Gen3, etc. Et typiquement Mistral aussi, et Mistral par exemple. Et c'est vrai que vous pouvez voir le nombre de téléchargements. Lama 3.1, 8 milliards de paramètres, 1,3 millions de téléchargements, et ça c'était facilement un an. Donc, in fine, quelque part, voilà, il y a quand même peut-être une solution si on ne fait que regarder Hugging Face. Si on a un petit modèle, forcément, potentiellement, on peut se demander, on peut se dire, voilà, le fine-tuning ne va plus forcément être problématique. On a réduit notre problème pour le fine-tuning. On va potentiellement peut-être pouvoir, de manière adéquate, utiliser de l'infrastructure, soit du GPU, soit des puces spécialisées pour fine-tuner sans trop de casse en termes de budget. Idem, il est toujours possible de faire du RAG. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que, bon, quelque part, je vous rappelez du début de ma présentation, nombre d'entreprises sont parties. Et vous certainement, vous êtes certainement très probablement partis sur du RAG. On a, ça c'est potentiellement pour l'instant à cette étape de la présentation, vraiment une affirmation de bonne capacité de raisonnement. Et ça, je vais vous montrer, je vais essayer de vous les montrer juste après. Et de facto aussi, ça fonctionne partout. Alors, effectivement, large langage modèle, small langage modèle, bon, évidemment, on va enfoncer ces portes ouvertes très rapidement. Bon, effectivement, le small langage modèle aura des coûts opérationnels qui seront bien inférieurs. Effectivement, on perd en termes de fonctionnalité, en termes de connaissances. En corollaire, effectivement, il y aura beaucoup moins d'efficacité en zéro shot. Hein. Par contre, on va gagner en sécurité, notamment aussi dans le fait qu'on peut potentiellement le faire tourner sur on-prem, on peut potentiellement le faire tourner sur des devices. Voilà. En latence, on va gagner, car le fait que le modèle est beaucoup plus petit, et en durabilité, donc, ça pareil, on sera bien mieux qu'avant. Et ça, je vous donnerai d'autres éléments pour corroborer ce point. Alors, de ce point de vue, on a beaucoup d'options d'exécution pour les small language models. Évidemment, d'un point de vue typique, on va se dire, voilà, je peux faire tourner sur du TPU, du Google TPU, sur des puces Inferentia, qui étaient des puces prévues au départ par AWS pour faire de l'inférence. Les puces Trainium étaient envisagées au départ pour faire l'entraînement. Bon, sachant que maintenant, vu la taille des modèles, souvent les puces Trainium servent aussi à l'inférence pour les larges langages modèles. Donc, ouais, ça, c'est des puces qui sont très à l'aise. Là, on va sortir beaucoup de tokens par seconde de ce point de vue. Avec, voilà, je vous donne un cas d'exemple avec Lama 3.1, 8 milliards de paramètres. Voilà, on surperformera. Et d'ailleurs, on pourra même déployer le nombre de small language models, le nombre d'instanciations sur une même puce Trainium, un même serveur avec différentes puces Trainium. Effectivement, pour le reste, ça se comportera plutôt bien avec du GPU. Là, pour le coup, même vu le nombre de tokens par seconde, j'imagine, voilà, c'est en pic. Je peux obtenir au maximum 90 tokens par seconde. Et je pense qu'en densifiant l'usage du GPU, on pourra en obtenir beaucoup plus. Ça tourne aussi très bien sur du desktop. Alors, juste pour termes de benchmark, quand vous utilisez un chat GPT ou autre, ou un autre
large langage modèle au travers d'une approche de chat, vous serez aux alentours de 35-40 tokens par seconde. Donc, vous voyez un petit peu où on se positionne de ce point de vue. Et un petit point intéressant, c'est que typiquement sur des puces récentes, donc comme les A8G, donc c'est les puces Graviton, c'est des puces ARM, bah, ça tournera très bien. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les dernières générations, et c'est aussi valide pour les puces Intel, bah, elles ont des instructions d'accélération des calculs sur les entiers, elles ont des instructions aussi de vectorisation qui font que bah, on commence à être bien dès lors qu'effectivement comment dire, le software d'inférence, par exemple la CPP, bah, c'est proposer des kernels qui prennent en compte ces instruction sets. Donc ça, de ce point de vue, c'était un peu l'objet d'une des présentations que j'ai fait en début d'année. Ça peut très bien tourner sur l'Intel ou sur du Gravity, sur l'ARM, par exemple, grâce à ces instructions. Et enfin, bah, partant de là, ça tombe plutôt pas mal aussi sur les devices. Là, je vous ai mis un vieux processeur 4 ans d'âge c'était une mémoire pour un téléphone Samsung, 13 tokens par seconde. Alors certes, c'est pas waouh, hein, mais bon, il faut voir l'âge de la bête et aussi quelque part le fait que ça s'améliore toujours aussi, dans le sens où l'auteur, par exemple, de la masse CPP, il met à jour très régulièrement. Et juste pour votre information, les équipes d'AWS, par exemple, ont contribué au projet Lama CPP pour optimiser les kernels ARM. Donc voilà, on est vraiment sur aussi on va dire, un domaine qui évolue très vite. Voilà. Donc voilà un petit peu les environnements d'exécution. Donc ça veut dire que vous pouvez faire tourner ça partout, on-prem, sur des devices, sur du data center, du cloud, etc. Vos small language models. Alors, après, je vous ai dit, vous vous rappelez que c'est à des bonnes capacités de raisonnement. Là, vous n'étiez pas obligé de me croire à ce moment-là. Alors, moi, j'aime bien raisonner aussi avec des informations tangibles. Il y a beaucoup de benchmarks disponibles sur Internet, soutenus tous par des papiers, d'ailleurs. Moi, il y en a un que j'aime bien parce que je trouve qu'il est quand même assez solide. Il tient la route avec le temps. Donc, c'est effectivement ce GPQA Diamond. C'est un benchmark qui a été créé par Google. Donc, il intègre un corpus de contenu provenant évoquant, on va dire, un niveau PhD. De ce point de vue, plutôt solide. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on a encore... les questions sont plutôt bien formulées. Si vous voulez jeter un œil, il n'y a pas de piège comme il peut y avoir dans d'autres benchmarks histoire de jamais atteindre les 100%, par exemple. Et donc, de facto, vous pouvez voir que, voilà, avec le temps, donc ici, en abscisse, vous allez avoir le temps, les dates. Donc, on commence en 2023, on termine en 2026. En ordonnée, vous allez avoir effectivement le score sur ce benchmark. Et donc là, vous allez voir avec les petites croix en bleu les small language models, les principaux, et en rouge, les large language models. Et donc, de ce point de vue, je vous ai rajouté, il y a quelques jours, donc Gemini 3 Pro, par exemple, et Ministral, 14 milliards de paramètres, qui est sorti il y a 2 jours. Ce qu'on peut observer, et c'est là où je trouve que le sujet des small language models devient intéressant, que, ils restent dans la course, mais que 2, en plus de ça, leur niveau de raisonnement est équivalent à un large langage modèle avec à peu près 5 à 6 mois d'écart. C'est-à-dire, grosso modo, vous voyez là, par exemple, Olmo, 32 milliards de paramètres. En termes de score, 6 mois après GPT-4 au mini est bien au-dessus. Vous voyez ? Idem pour Ministral est un peu bas sur ce benchmark, mais typiquement, si vous prenez Qwen 3, là, 14 milliards de paramètres, 6 mois avant, vous aviez, un petit peu plus, vous aviez GPT-4 Pro et qui était bien plus bas. Donc, tout ça pour dire que malgré le fait que ces small language models aient beaucoup moins de paramètres, 15 à 20 fois moins de paramètres, ils ont des capacités de raisonnement avec le temps qui soit sont égales, soit supérieures au large langage model. Voilà. En 6 mois, en 5 à 6 mois, un small language model sera s'aligner avec un large langage model. Je ne sais pas si je suis clair sur cette
sur cette slide, ouais. Vous êtes convaincu, vous le connaissiez, ce benchmark? Non? Je vous invite vraiment à le regarder, hein, vous lire le papier de ce point de vue, comme tout benchmark, il y a un papier, vous faire une opinion. Hein, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça extrêmement convaincant. Et je l'ai aussi contre-vérifié avec d'autres benchmarks, par exemple le MMLU. Voilà. Je le publierai sur LinkedIn d'ailleurs, parce que c'est les données que j'ai collectées. Il existait dans une version beaucoup plus ancienne, à un moment donné, publiée par un tiers, et donc je l'ai réédité, j'ai recollecté. Chose intéressante aussi de ce point de vue, vous voyez, donc effectivement, là vous vous rappelez, le Llama 3.1, 8 milliards de paramètres, bon, c'est un modèle d'il y a déjà 1 an et demi, hein, facile. Bon, là, à l'époque, on était beaucoup sur les modèles à 8 milliards de paramètres. Bon, avec quelques small language modèles, quand même, avec comme GMA 3 à 27 milliards de paramètres, voilà, on était quand même sur des petits modèles. Après, on est monté en performance en montant en nombre de paramètres. C'est le cas de Qwen 3, par exemple. Le cas des modèles GENMA, Phi4, etc. Et moi, ce que je trouve super intéressant en ce moment, c'est qu'on arrive non seulement à monter en score, tout en réduisant le nombre de paramètres. Donc, ça veut dire que voilà, bon, c'est logique hein, quand on regarde un petit peu comment ces modèles sont créés, etc. Mais de facto, c'est quand même très intéressant en termes de trend. Donc, on peut espérer continuer à monter vis-à-vis de cela. Après, on verra. Mais ce que je trouve aussi important de noter, c'est qu'il y a une multitude d'entreprises qui contribuent. Voilà, vous connaissez, je pense, Mistral, donc acteur français de ce point de vue. Donc, Mistral, c'est un de ces modèles, mais bon, ça suit toute un ensemble de générations. Ils avaient arrêté de publier à un moment donné en open wave, en open source. Là, c'est de nouveau le cas. Llama, effectivement, a fait aussi l'objet de très beaux, enfin, a réalisé des très beaux modèles. OpenAI aussi, vous avez vu certainement, avait publié, il est là, le GPT-OSS 20 milliards de paramètres, donc, qui marche bien dans certains use cases. Je vous montrerai quelques petites choses derrière à ce sujet. Donc voilà, on a une multitude d'acteurs, Qwen aussi, effectivement, qui publie. Donc voilà, une multitude d'acteurs, donc on peut vraiment miser sur le fait que voilà, ce trend va continuer et que de facto, on aura des belles alternatives au large langage modèle. Alors, question. À votre avis, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose pour le développement? Bon, après, c'est votre voix mouillée. Est-ce que vous iriez développer avec un small langage model? Je lui dis grimace. Non, moi non plus. Hein. Bon, il y a quelques papiers qui sont parus sur le sujet. Moi, je l'ai lu, je n'ai pas du tout été convaincu. Voilà. Par contre, ce qu'on peut noter en regardant quand même les benchmarks, alors un benchmark reste un benchmark. Hein, je ne suis pas non plus un fanat des benchmarks, mais bon, ce qu'on peut voir quand même, c'est que dans les benchmarks, on voit apparaître, donc par exemple sur le Live Bench benchmark, on voit GPT-OSS ici, 20 milliards de paramètres apparaître. D'ailleurs, à remarquer que la petite version est bien plus performante que la grosse version, 200 milliards de paramètres de mémoire. Et idem pour ce qui est du SWE Bench, qui est souvent pris en évidence pour, on va dire, évaluer la capacité d'un modèle à coder dans une approche agentique. De facto, on voit le Qwen 3 code, alors c'est pas très lisible, désolé, qui apparaît pareil dans le top 8. Donc quelque part, voilà, on peut être potentiellement vraiment optimiste de ce point de vue. Voilà. Mais il se passe quelque chose de ce côté-là. D'autant plus que on voit que les small language models sont de plus en plus préconisés, et là je dis vraiment bien préconisés, pour les approches agentiques. Donc ici, le papier de gauche, vous voyez, c'est un papier rédigé par des chercheurs de chez NVIDIA qui, effectivement, a conclu, en pesant le pour et le contre, évidemment, mais conclut que voilà, les SLM sont quand même l'approche la plus économique pour les systèmes agentiques. Bon, ça, c'est plutôt pas mal déjà. Bon, il n'est pas topissime ce papier, mais bon, je trouve qu'il met quand même il donne le ton. Après, effectivement, il y a aussi ce papier que moi j'avais trouvé très intéressant, bon, qui n'était pas forcément fondateur dans le sens,
il était plutôt à exprimer une tendance qui était d'ores et déjà en cours. Donc, ce papier paru en 2023 de mémoire, par les équipes Amazon Science, sur le fait que quelque chose qui va nous paraître évident aujourd'hui, si on décompose la tâche, on va avoir beaucoup plus d'efficacité avec une approche agentique. Et donc aujourd'hui, vous voyez, voilà, effectivement, si vous donnez un problème à résoudre à un large langage modèle, on appelle ça de plus en plus les frontier LLM, de facto, vous aurez potentiellement quand même plus intérêt à utiliser un small langage model ou un smaller large langage model avec un découpage des tâches, avec une planification pour obtenir un bon résultat. Et ça, on le voit, ça se vérifie maintenant, et d'autant plus qu'il y a de plus en plus aussi d'approches super malines, super efficaces pour aller plus loin. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du speculative decoding. Non. Alors, plutôt super efficace. Donc là, le speculative decoding, c'est une approche où on donne le travail d'abord à un small language model et on utilise un large langage model juste pour vérifier le résultat. Parce que ça ne vous aura pas échappé. On a des performances en génération plutôt faibles sur un large langage model. Par contre, en pré-processing, on peut être très efficace. Le rate teaming, là par contre, je pense que ça doit vous parler. Vous êtes familier du rate teaming? Non? Là, on confie un rôle à un agent, le rôle vraiment de contester, de chercher, de challenger. Donc, le rate teaming en sécurité, c'est les équipes d'attaquants qui vont aller très loin. Voilà, de ce point de vue, voilà, en des approches multi-agentiques, le rate teaming va pouvoir aussi pousser à un small langage model. L'autocontrôle, là, ça sera vraiment donné aussi comme tâche à un agent de se checker, s'auto-checker. Et puis enfin, le web grounding, là, je pense que vous voyez, ou en tout cas, vous l'utilisez quasiment tous les jours lorsque vous utilisez un large langage modèle. C'est le fait que, à un moment donné, le modèle va aller vérifier l'information ou aller chercher l'information sur Internet. Et je ne sais pas si vous l'aviez observé, mais lors du lancement, par exemple, de GPT-5, il y avait une petite tendance à tout le temps faire, sur des questions un petit peu pointues, tout le temps faire du web branding. Ce qui n'était plus le cas quelques semaines, quelques mois après. Voilà, c'est aussi une manière de contrer les hallucinations, d'aider le small language model ou le large language model. Voilà. Et ça, le web branding, vous le retrouvez de plus en plus aussi dans les frameworks, etc. C'est par exemple aussi très disponible dans les frameworks de développement agentique, et aussi massivement utilisé sur les idées agentiques et sur les CLI de ce point de vue. Alors, on a fait ce petit tour effectivement de l'état de l'art. Ce point de vue, ça impose quand même de revoir un petit peu la toolbox usuelle. D'autant plus que, voilà, dans certains cas, on aura peut-être davantage d'intérêt à utiliser un large langage modèle, dans d'autres, un small langage model. Donc, de ce point de vue, moi, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai toujours beaucoup poussé Llama CPP, parce que c'est vrai que c'est très efficace, ça tourne un peu partout, sur un téléphone portable, ça peut tourner sur un ordinateur, sur un serveur, etc. Mais bon, sauf que quand vous allez vouloir faire du TPU, utiliser une puce, spécialisée, ou pourquoi pas utiliser un NPU, vous allez être un petit peu embêté. Voilà. Heureusement, nos amis de Geekface ont travaillé le sujet et donc ont proposé, alors tout du moins pour les use cases avec du texte, un Text Generation Inference qui est vraiment super élégant, je trouve. Enfin, moi, je suis un très très grand fan. Pour le coup, c'est des containers Docker prêts à utiliser qui vont vous permettre justement de utiliser indifféremment, juste tout petit paramètre change, hein, donc d'utiliser indifféremment du serveur cloud, une puce spécialisée ou votre PC. Bon, ça ne supporte pas encore les devices, ou ça ne supportera peut-être certainement jamais, mais et voilà, moi je trouve ça super élégant. Je ne sais pas, vous le connaissiez d'ores et déjà? Non? Voilà, moi je vous engage vraiment à tester ce framework, donc c'est disponible sur le site de Kingface. Le deuxième, alors
Voilà, j'ai travaillé pendant des années chez Amazon, j'ai peut-être un biais, mais je vais vous expliquer ce biais. C'est Strengths Agent. Alors, Strengths Agent, c'est effectivement, vous voyez, hein, c'est super efficace pour décrire un agent. Mais en plus, il y a quelques forces qui sont assez essentielles de mon point de vue. C'est déjà, premièrement, le fait que ça tourne avec n'importe quel large langage modèle. Et d'ailleurs, même, on va dire que les modèles, enfin, les contextes d'exécution d'Amazon, Amazon Web Services, ne sont pas du tout favorisés. Typiquement, vous utiliserez la plupart du temps pour aller appeler un langage modèle local ou bien, je sais pas, anthropique, enfin un modèle anthropique ou autre, Light LLM, si vous voulez avoir un petit peu d'intelligence sur la gestion de l'usage, ou bien directement un connecteur comme le connecteur d'anthropique, etc. Donc ça supporte vraiment tout, d'une part. D'autre part, bah, ça tourne partout. Ça tourne, vous avez un CPU, bah, vous pouvez le faire tourner. Vous avez effectivement un service dédié à l'hébergement d'agents, bah, ça tournera aussi. C'est super flexible en termes d'hébergement. Et enfin, pour moi, très, très intéressant, parce que moi, je suis toujours beaucoup intéressé au multi-agent, bah, ça fonctionne très bien sur les différents design patterns intéressants dans le domaine. Alors, je ne sais pas si vous êtes intéressé un petit peu à la thématique des multi-agents récemment. Non? Ouais, d'accord. Donc voilà, il y a différents design patterns de ce point de vue. On peut avoir une approche effectivement orientée flow classique. Donc là, je fais tâche enfin, agent à agent. Bon, ça, c'est un peu plus usuel. Ça, vous ferez sans aucun problème avec LangGraph, par exemple. Mais sinon, vous avez aussi une approche graph, orientée graph. Donc là, vous ajoutez un peu plus de déterminisme dans l'approche. Ou sinon, vous avez une approche dite swarm, où là, vous allez avoir une foule d'agents qui se connaissent un tout petit peu. Hein. On va essayer de les aider. Hein. Potentiellement, peut-être un superviseur, juste histoire d'aider. Dans tout état de cause, ces agents vont être autonomes dans leurs travaux, dans leur handover, etc. Et ça, je trouve ça super élégant et ça marche de mieux en mieux. Bon, après, au-delà de ça, vous pouvez réimplémenter aussi avec ce framework sans aucun problème les approches red teaming, etc., ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Voilà, moi, je suis un grand fan de ce framework, mais on peut peut-être que dans quelques mois, ou 2 mois, ou 3 mois, je vous en proposerai un autre. Hein. Mais voilà. Ah oui, le fine-tuning. Donc voilà, maintenant que je vous ai bien vendu les small language models, si vous avez besoin de l'adapter, c'est-à-dire lui ajouter du vocabulaire qui n'est pas inclus dans son apprentissage, qui n'a pas été pris en compte lors de son apprentissage, il va falloir le fine-tuner. Parce que bon, j'ai utilisé uniquement la fenêtre de contexte, ça a vraiment ses limites. En plus, ça ne tiendra pas avec le temps, d'une part. D'autre part, le RAG, il est quand même en majeure partie à utiliser pour amener de la donnée comment dire, documentaire, pour amener de la donnée live. Mais voilà, des fois, il faut quand même lui passer au modèle le vocabulaire. Des fois, il faut quand même rééquilibrer le modèle, modifier les paramètres. De ce point de vue, moi j'ai mis beaucoup de temps à trouver des frameworks qui me convenaient dans une approche, on va dire, un petit peu alignée, c'est-à-dire grosso modo efficace, sustainable, etc. Moi, mon coup de cœur, c'était vraiment Onslaught. Alors, vous peut-être le découvrir un petit peu en avance de phase lorsque vous déployez un small language model, dans le sens où la plupart des modèles Llama, Onco, sont requantisés et surtout fine-tunés avec Onslaught. Donc, de ce point de vue, voilà, on le voit assez souvent. On voit souvent des versions de ce point de vue Onslaught. La force de ce framework, c'est vraiment que vous pouvez faire les fine-tuning sur un ordi juste avec une carte graphique. Et ça, pour le coup, ça change vis-à-vis du reste. Alors après, bon, il y a Llama Factory aussi, bon là, qui vous permettra d'être un petit peu plus hands-on, on va dire. Et puis sinon, à un moment donné, si vous ne souhaitez pas vous embêter, vous retour à la case départ, retour à l'usage de Uniface, et à l'Uniface CLI, avec tout simplement la commande train, et là, vous allez utiliser voilà, ce que vous utilisez peut-être d'ores et déjà. Voilà. Donc ça, c'est... Je ne sais pas si vous auriez été prêt
vous auriez trouvé tout de suite ces frameworks. En tout état de cause, ouais, j'avais envie de vous les partager parce que moi, ils m'ont donné beaucoup de... Disons que ça m'a acheté de la paix intérieure, voilà, du temps. Une fois que ça marche, ça marche. Et enfin, donc ma dernière recommandation, et alors, je suis quelqu'un de très analytique, quelqu'un qui aime bien vérifier sur pièce les choses. Voilà, on parle de fine-tuner un small langage model, on parle potentiellement d'ajouter du RAG en plus de cela. On parle aussi potentiellement de comparer les small language models les uns vis-à-vis des autres, afin de savoir lequel correspond le mieux au use case que vous souhaitez implémenter. De ce point de vue, le framework open source DeepEval, il est vraiment, de mon point de vue, fabuleux. Je ne sais pas si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous l'ont utilisé, oui. Oui. Je pense que vous en êtes content. Oui, effectivement, c'est vraiment du bonheur. Donc, c'est une approche de test, p-test, etc. Ça marche vraiment bien. C'est de nouveau, comme évoqué tout à l'heure, une approche LLM as a judge. Donc, de facto, on va avoir un modèle tiers qui va potentiellement tourner avec un large langage de modèle pour évaluer, on va dire, une réponse donnée par le large langage modèle, le small langage model qui sera testé dans ce contexte-là. Donc ça, c'est vraiment, vraiment essentiel, je pense, dans l'approche. Et en plus de ça, bonus, cerise sur le gâteau, DeepEval, quelques appels, il permet d'exécuter des benchmarks un petit peu usuels et même MMLU et ANCO. Et de ce facto, de ce fait, ça vous permet quand même d'avoir une idée assez rapidement de la performance généraliste de votre small langage model. Voilà. Donc ça marche bien, c'est super efficace. Voilà. Je vous invite vraiment à le regarder. Voilà. Voilà, donc je crois que oui, c'est ça, on a fait le tour de la petite toolbox. Donc voilà, moi je suis un grand fan des small language models. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus aujourd'hui pour résoudre nombre des use cases, au moins dans le domaine du textuel. Voilà, c'est de manière assez simpliste, on peut dire qu'il n'y a pas besoin de toute la connaissance du monde pour implémenter un workflow d'entreprise, pour implémenter un chatbot qui va répondre sur des questions correspondant à un contrat d'assurance, ou etc. Donc de ce point de vue, on voit que le niveau de raisonnement, il monte vraiment bien. On voit qu'en plus de cela, au-delà de ça, on peut vraiment le fine-tuner, le personnaliser, l'exécuter dans de bonnes conditions. On voit qu'il y a aussi capacité maintenant à l'exécuter sur des devices. Donc, de facto, moi, je vois vraiment que des bonnes raisons de l'utiliser. Mais après, je suis ouvert à vos challenges, à vos questions maintenant, donc, pour échanger à ce sujet-là. Voilà. Merci.